Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 26 décembre 2021. Nous sommes en période de fin d'année et comme vous le savez sans doute, c'est un moment délicat en ce qui concerne la mobilité dans les grandes villes du Bénin et en ce moment, la circulation devient dense et les cas d'accidents se multiplient sur les axes routiers. Si pour certains, cela entre en ligne de compte du bilan de fin d'année de Dieu, pour d'autres, la situation est due au manque de vigilance de la part des usagers et surtout au non-respect du code de la route. Alors, quelles actions met en place le Centre national de sécurité routière dans ce sens? Son directeur nous le dira dans une quarantaine de minutes. Aubin Adoukonou est l'invité de la semaine du grand format. Juste après le point de l'actualité, le magazine du grand format nous conduira à Bokoumbe dans le département de l'Atakora. Vous allez le voir, il y a une pratique qui est menacée de disparition chez les femmes au Tambari. Il s'agit du port d'une parure traditionnelle à la bouche. Autrefois, c'était une arme de séduction, mais aujourd'hui abandonnée par les femmes. Quelles sont donc les raisons? Explications à suivre avec Alassane Arona dans son reportage et le complément d'information. Artisan de la semaine, l'invité média, l'artiste de la semaine, le ZAP 3 et la revue de presse hebdomadaire sont également au menu de ce grand rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous faire place chez vous. Voici le grand format. À la une de l'actualité, pour démarrer le journal, première session de la mandature en cours de l'Association nationale des communes du Bénin. Les travaux sont déroulés dans la ville de Boycon. Plusieurs questions ont été débattues au cours des assises. On en parle dans un instant avec Yvette Hélène Amoussou. On parlera également de l'installation du nouveau bureau de la Chambre nationale d'agriculture. La cérémonie présidée par le ministre de tutelle, Gaston Dossoui, s'est tenue vendredi au siège du FNDA à Cotonou. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la cérémonie de remise de cadeaux de Noël aux apprenants du primaire et de la maternelle du complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite. C'est une tradition à laquelle le promoteur de l'établissement a sacrifié pour donner de la joie aux enfants à la veille de la Noël. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format de ce dimanche. Merci de rester avec nous pour cette aventure. Et direction Boycon, c'est la ville choisie pour abriter les travaux de la session du Conseil national de l'Association nationale des communes du Bénin. Le nouveau partenariat de l'ANCB avec la Fédération canadienne, la désignation des représentants devant siéger au sein du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Ce sont entre autres sujets inscrits au menu de cette rencontre présidée par Luc Atropo. Yvette Hélène Amoussou. L'instance tient sa réunion chaque année entre deux congrès tels que le stipulent les tests qui régissent le fonctionnement de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le Conseil national est l'organe de contrôle et de délibération. Il valide les activités du bureau et donne les grandes orientations pour l'année suivante. La présente rencontre est la toute première du Conseil national de la mandature en cours. C'est pour cela qu'il me plaît une fois encore de vous dire toutes mes félicitations pour votre désignation en qualité de membre du Conseil national de l'ANCB, instance combien stratégique pour notre association. Mon souhait, comme je vous l'ai dit à la rencontre du bureau national tenue en février au siège de l'ANCB, est que notre mandat à la tête de notre fêtière soit marqué par des résultats concrets au profit de l'ensemble des communes du Bénin. La présente session a été l'occasion pour les participants de revisiter l'ensemble des actions menées en 2021, analyser les défis auxquels le bureau a dû faire face et les solutions apportées afin de définir les perspectives. Lors des travaux, les maires ont aussi abordé la question du nouveau code de l'administration des collectivités territoriales. Les assises ont également été le lieu de leur faire découvrir un nouveau partenariat noué par la Fertière au profit des communes autour d'un projet de promotion du leadership féminin. Nous plaidoyons en direction de la Fédération canadienne des municipalités, en abrégé FCM, ont fini par porter leurs fruits et c'est avec un immense plaisir que je vous annonce que cette fédération s'engage à soutenir la NCB et 5 communes béninoises pour une durée de 6 ans dans le cadre du projet dont j'ai parlé plus haut. Par ailleurs, dans le souci de renforcer les bases
financière de notre association, le président de la commission économie et finances locales a organisé une session de sa commission pour réfléchir sur les stratégies de mobilisation de ressources au profit de l'ANCB. Les réflexions ont surtout porté sur les fonds propres constitués par les cotisations des membres. Il prendra la parole au cours de nos travaux pour partager avec nous les conclusions de leur session et nous les soumettre pour adoption. D'autre part, l'assistance a aussi été informée que les collectivités territoriales du Bénin sont représentées au sein du Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine par 6 élus. Cette session du Conseil national a été le cadre choisi pour procéder à la désignation des représentants afin d'éviter au Bénin d'être en retard dans le processus. Autre sujet à présent, l'Ordre des avocats du Bénin poursuit sa série d'activités dans le cadre de la rentrée solennelle du barreau béninois après la prestation de serment. Les avocats nouvellement admis dans l'ordre ont été entretenus autour de thématiques diverses et variées, comme l'obligation du pass vaccinal et la notion d'ordre qui fait référence au code de déontologie de l'exercice de la profession d'avocat. Des conférences animées jeudi par des avocats membres du Conseil de l'ordre. Les précisions sont avec Herman Parfait. Une assistance composée en majorité d'avocats nouvellement admis dans l'ordre des avocats du Bénin. Et face à eux, anciens bâtonniers, membres à divers niveaux du Conseil de l'ordre et avocats en exercice pour abreuver la promotion des 40 aux sources d'une série de concepts. Le tout premier concerne le pass vaccinal avec la problématique suivante. Faut-il en faire une obligation dans le contexte béninois? On peut comprendre que la population en général, il y a des gens qui ont peur, il faut écouter leur peur. Okay. Et le juriste doit poser la question de la proportionnalité, okay, et de l'opportunité de ces obligations, de ces restrictions de liberté. Cette thématique est d'autant plus préoccupante que le contexte sanitaire actuel fait de variants impose à certains pays d'Europe le retour à des mesures draconiennes de confinement et de port de masque, alors même que le Bénin dessert amplement les taux autour des manifestations culturelles. Mais voici que l'homme vit en société. Si le comportement d'un homme met l'ensemble de la société ou un groupe social en danger, que faire? Au nom de son droit personnel individuel à lui, on va mettre tout le groupe en danger. De l'exposé du thème et des échanges qui ont suivi, la conclusion postule une adéquation, opportunité de rendre obligatoire le pass vaccinal, en tenant compte aussi de la proportionnalité des dégâts enregistrés. Surtout, les contributions au débat l'ont si bien fait remarquer que le vaccin n'empêche pas pour autant la maladie de survenir. Autre thème débattu au cours de ces travaux scientifiques, initiés par le Conseil de l'ordre, c'est bien la notion d'ordre qui fait appel au respect du code de déontologie dans l'exercice de la profession d'avocat. La question de l'avocat auxiliaire de l'état de droit est celle qui consiste à vous considérer, chacun de vous, comme des personnes qui, oui, travaillent pour des intérêts privés, ceux de celui qui est venu les constituer, ou ceux de celui pour qui ils ont été commis d'office, oui, mais travaillent avec des règles qui ne peuvent pas être des règles figées. La déontologie de l'avocat suppose le respect des principes cardinaux qui gouvernent la profession. Entre dignité, humilité, indépendance, probité, loyauté, secret professionnel et courtoisie, l'avocat doit aussi garder à l'esprit qu'il reste ce maillon important de la chaîne de justice. Les travaux de ce second thème ont bénéficié de fructueuses contributions comme celle de l'hôte du barreau sénégalais et de l'ancien bâtonnier, Maître Robert Dossou. Conférence inaugurale à la rentrée solennelle du barreau béninois prévue pour clore la série des travaux initiés par le Conseil de l'ordre des avocats du Bénin. Dans ses rapports avec le justiciable, ont martelé les conférenciers. L'avocat doit aussi se savoir honoré et ne pas être le commerçant du droit. Cérémonie de remise du prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie. L'initiative est de l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin. Nous sommes à la 3e édition et cette année, 44 étudiants des universités publiques du Bénin ont été honorés. On voit ça avec Teddy Goudalo. 44 étudiants des universités publiques du Bénin distingués au cours de la 3e édition du prix de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie. Ils reçoivent leurs différents prix d'accompagnement allant de 200 à 500 000 francs CFA.
C'est le travail bien fait en milieu universitaire que célèbrent ici le gouvernement et l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin. À travers cette importance accordée à notre travail, nous vous promettons de fournir plus d'efforts pour que vos souhaits de nous voir réussir soient réalisés. L'initiative La ceinture à la route reste une voie réussite pour tous les pays participants. Cette année marque le 8e anniversaire de l'initiative La ceinture à la route, lancée par le président chinois Xi Jinping. Célébrer l'excellence, c'est défendre les rangs des meilleurs et les pousser à être plus combatifs que jamais au niveau international où la compétition s'accentue. Les lauréats sont sélectionnés sur la base de plusieurs critères bien définis. Ils représentent les 3 premiers des filières identifiées et sont issus des universités publiques du Bénin. À cette célébration, un prix spécial est également décerné à la meilleure étudiante ayant obtenu la plus forte moyenne. Des étudiants en situation de handicap repartent aussi avec des chèques et des attestations. Je suis encore plus heureuse lorsque je m'aperçois que le handicap et le genre sont pris comme des moyens de réduction des inégalités, d'inclusion et font donc partie des critères transversaux de sélection. Féliciter l'excellence, valoriser le mérite sont des moyens aussi d'inciter les autres à se mettre à niveau, à aller plus loin, à aller plus haut. Quant à vous, chers lauréats, je voudrais vous féliciter. Vous dire que vous êtes chanceux. Lorsque j'ai appris qu'à peu près le tiers, un peu plus de tiers, est constitué de femmes, de filles, j'étais fière parce que je connais nos réalités. Nous allons vous suivre. Ce ne serait pas qu'on va vous suivre juste à la fin pour produire, pour faire vidéo, mais nous allons vous suivre régulièrement. C'est pour cela que les recteurs sont là, les chefs d'établissement sont tous mobilisés. C'est le moment pour les bénéficiaires de recevoir de sages conseils de la part des autorités quant au bon usage des fonds. Ils sont invités à persévérer dans la culture de l'excellence pour rester parmi les meilleurs. Toujours dans l'actualité, lancement officiel de la première édition de la campagne nationale de la planification familiale couplée aux activités de survie de l'enfant au Bénin. La cérémonie qui est organisée avec l'appui du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel s'est déroulée jeudi à Cotonou. C'est le ministre de la Santé qui a donné le top de cette campagne. Voici le compte rendu signé Ouliat Sanoussi. La première édition de la campagne nationale de la planification familiale est officiellement lancée par le ministre de la Santé. Démarrée le 13 décembre dernier, cette campagne soutenue par plusieurs partenaires, dont des agences du système des Nations Unies, prend fin ce vendredi 24 décembre. Elle est couplée aux activités de suivi de l'enfant au Bénin. Du 13 au 24 décembre 2021, les services de planification familiale et de survie de l'enfant sont déployés jusqu'au niveau de chaque village et hameau du Bénin par la stratégie fixe et avancée, y compris celle du porte-à-porte. C'est un moment important pour garantir la survie et le bien-être des familles et des enfants sur toute l'étendue du territoire. L'accès à la planification familiale volontaire et sans danger constitue un droit fondamental. Le pont entre les besoins non satisfaits en produits contraceptifs et la survie de l'enfant est très évident. En effet, un enfant non désiré ou des enfants trop rapprochés constituent des défis pour les parents en matière de santé, de nutrition et de l'épanouissement de leurs enfants. Le Bénin fait partie des pays à fort taux de fertilité. L'enquête démographique et de santé de 2017-2018 révèle que l'indice de fécondité est de 5,7 enfants par femme. Le ratio de la mortalité maternelle tourne autour de 391 décès pour 100 000 naissances vivantes. Avec un taux d'accroissement démographique de plus de 2,7%, le pays a une population essentiellement jeune. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, a pris l'engagement d'offrir à la nation un capital humain sain, compétent et compétitif
qui relèverait tous les défis de développement des temps modernes. De plus, depuis l'avènement de la deuxième mandature, les grandes actions du gouvernement sont placées sous le sceau du social et mieux le social durable. La situation sanitaire de la femme, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune au Bénin demeure une préoccupation majeure au quotidien. La prévalence contraceptive chez les femmes en union étant de 12,4%, celle des 15 à 19 ans reste faible et tourne autour de 4%. En effet, le pays a souscrit à des engagements régionaux, sous-régionaux et internationaux en ce qui concerne la planification familiale. Dans le cadre des objectifs de développement durable, il s'est engagé à doubler la prévalence contraceptive d'ici 2030. La couche des adolescents et jeunes de la tranche d'âge de 10 à 24 ans, qui représente le tiers de la population, doit être particulièrement ciblée par nos interventions, car elle se trouve confrontée à d'importants problèmes de santé sexuelle et de la reproduction, dont, entre autres, la non-utilisation des méthodes contraceptives dans un contexte de rapports sexuels non protégés, la fréquence des grossesses non désirées, des avortements provoqués et de leurs complications. Pour assurer à chaque femme et fille l'accès à une santé sexuelle et reproductive responsable, le Bénin, dans le cadre de l'initiative Family Planning 2030, a pris de nouveaux engagements. Il est question de rendre la planification familiale totalement gratuite pour toutes les cibles, d'augmenter le budget alloué pour l'acquisition des produits contraceptifs de 10% chaque année, d'augmenter le taux de prévalence contraceptive à 20% d'ici 2030, avec une attention particulière au niveau des adolescents et jeunes, et d'éviter entièrement les ruptures de stock en vue d'assurer une disponibilité permanente des contraceptifs. Reportage de Wouliat Sanoussi présenté par Teddy Goudalo. Dans la suite, à présent, le nouveau bureau de la Chambre nationale d'agriculture est officiellement installé. C'est à la faveur d'une cérémonie qu'a présidé le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, qui espère une renaissance du secteur pour une meilleure valorisation de toute la chaîne agricole. Tout s'est déroulé vendredi au siège du FNDA à Cotonou. Voici le reportage. Voici celui qui répond désormais de la Chambre nationale de l'agriculture. Il est élu par ses pairs pour apporter du sang neuf à l'institution agricole. Mais avant de prendre le témoin, il reçoit les conseils de son prédécesseur. Notre agriculture n'est pas encore à un niveau compétitif. Nous n'avons pas assez de matières premières parce qu'il faut agrandir les domaines, il faut agrandir les champs. Par conséquent, il faut avoir les moyens. Le défi de la transformation sur le marché, nous devons transformer nos produits. Le défi de mise en marché, parce qu'il faut étiqueter nos produits pour les mettre dans le marché. Donc il y a beaucoup de défis que je ne peux pas lister actuellement. À la suite du désormais ancien président de la Chambre nationale de l'agriculture, le ministre félicite le nouveau bureau élu et rappelle aux membres la mission et les défis qui les attendent. Vous conviendrez avec moi que ce jour consacre l'aboutissement d'un processus pour la mise en œuvre des chantiers du programme d'action du gouvernement deuxième génération. Je veux dire que les élus de la troisième mandature doivent être capables de faire face aux nouveaux défis qui s'imposent à notre pays pour la mise en œuvre des actions planifiées par le gouvernement du président Patrice Talon. Ils doivent, de ce point de vue, contribuer significativement à la concrétisation du programme national de développement des plantations et grandes cultures, au programme de sédentarisation des élevages de ruminants, au projet de promotion de l'aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche, au développement de e-agriculture, à l'irrigation, la mécanisation agricole et j'en passe. Prenant acte des sages conseils reçus, le nouveau président de la Chambre nationale de l'agriculture s'engage au nom de tout son bureau à œuvrer pour le rayonnement de l'instance et surtout la promotion et la valorisation des acteurs agricoles sur l'ensemble du territoire national.
Vous m'avez porté dans un esprit de consensus jamais connu depuis l'existence de notre institution consulaire. J'ai compris le message. C'est un appel à la cohésion absolue, à la concertation permanente, à la synergie des forces, à l'esprit de compréhension mutuelle et à la victoire collective pour des acquis durables. Les défis qui attendent le nouveau bureau sont immenses et l'installation de cette nouvelle équipe dirigeante de la Chambre nationale d'agriculture annonce un nouveau départ dans le secteur. Autre volet de l'actualité de ce journal, première partie du grand format, des centaines d'enfants de la commune de Sakété ont pu célébrer la fête de Noël dans la joie. Ceci grâce au ministre des Enseignements maternels et primaires. Cette célébration des enfants se fait depuis 3 ans et cette fois-ci encore, le pari a été tenu. En tout cas, c'est ce que nous dit ici Emma Roudono. Et de 3 pour le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, pour la Noël des enfants à Sakété. Une fois de plus, l'homme au grand cœur a tout mis en œuvre pour offrir aux enfants des moments de joie et surtout des cadeaux spécialement ramenés par 2 Pères Noël. C'est un événement qui est entièrement financé par notre parrain, son Excellence, le ministre des Enseignements maternels et primaires, M. Salimane Karim. Et c'est devenu déjà une habitude. Tous les ans, il aime vivre et égayer les enfants. Je prie Dieu pour qu'il puisse combler les poches de notre parrain, pour qu'il le fasse selon notre volonté. Plus de 300 enfants de la commune de Sakété ont bénéficié de ce regard bienveillant du ministre Salimane Karimou. C'est vrai, nous sommes à la 3e édition de Noël des enfants au niveau de Sakété sur notre initiative, l'initiative de mes frères, de mes soeurs, de mes collaborateurs et moi-même. Notre souhait est que ça ne soit pas la dernière édition pour nous tous. Que Dieu nous prête vie et que nous puissions continuer de célébrer nos enfants tous les ans. Que Dieu nous donne les moyens de pouvoir le faire autant que faire se peut, qu'on n'attende pas généralement la fête de Noël pour célébrer nos enfants. Ils sont chers, très chers pour nous. Nous vous offrons ce que nous pouvons. Notre prière est que vous deveniez grand, que vous dites, c'est cela que je veux. Et là, comme ça, vous allez commencer par devenir des hommes et vous serez des hommes. Je vous souhaite une bonne fête. Bonne fête de Noël à tout le monde. Bonne fête de Noël aux parents aussi et aux enseignants. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour une autre édition de la Noël des enfants à Sakété. On reste dans la même ambiance de Noël et de remise de cadeaux, mais on quitte Sakété pour Lokossa. La 3e édition de Noël des enfants malades et hospitalisés au centre hospitalier départemental du Mono et du Koufo s'est déroulée vendredi, veille de la Nativité du Christ dans les locaux de l'hôpital. Occasion pour le Père Noël de distribuer des cadeaux aux enfants malades et hospitalisés au service de pédiatrie et de la néonatologie. Le point avec Geoffroy Mensah et Florent Dou. Pour la 3e année consécutive, le Père Noël est aux côtés des enfants malades et hospitalisés du centre hospitalier départemental CHD Mono-Koufo à Lokossa. En cette journée du 24 décembre 2021, veille de la Nativité, le Père Noël a sillonné les pavillons du service de pédiatrie et de néonatologie pour offrir des cadeaux aux bouts de chou, contraints par la force des choses de passer la Noël ici. Fêter Noël à l'hôpital n'est pas un choix pour un enfant. C'est bel et bien une contrainte. Et c'est pour atténuer les effets de cette contrainte que cette cérémonie est organisée. Je voudrais donc remercier très sincèrement tous les donateurs tapis dans l'ombre, aussi bien dans le personnel du CHD Mono-Koufo que des partenaires de toujours qui accompagnent cet événement. Il faut le rappeler, financé exclusivement par leurs dons. D'autres enfants ainsi que leurs mères ont eu droit à des cadeaux du Père Noël dans la cour du CHD en présence de plusieurs personnalités politico-administratives. Nos remerciements vont à l'endroit de toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont impliqué dans l'organisation de cette cérémonie, à tous nos donateurs et à nos parents qui nous soutiennent en tout temps. Que le Tout-Puissant vous comble au-delà de vos attentes, qu'il vous bénisse et vous garde en bonne santé. Des parents, pour leur abnégation et courage, ont été récompensés par des prix spéciaux. Une fête étant également un moment de communion autour de quelques plats gastronomiques. Des enfants ainsi que leurs parents se sont vus offrir des repas et des boissons par les organisateurs. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont voulu donner un petit baume au cœur de tous ces enfants suivis dans le service. Le bien-être est à la fois psychologique, mental et physique. Mais vous avez tous répondu à notre appel et vous vous êtes manifestés à divers niveaux et de différentes façons. Nous espérons qu'avec le concours des bonnes volontés, la fête sera encore plus intéressante l'année prochaine. Des engagements quand même ont été déjà pris et nous espérons que lorsque nous serons informés à temps, nous allons voir dans la mesure du possible comment accompagner cette initiative pour qu'elle soit vraiment belle. Pari donc tenu et réussi pour les organisateurs de cette fête. Ils ont su, à travers cette célébration, offrir un moment magique pour des enfants malades et hospitalisés du CHD Monokufo. C'est un titre, le complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite a sacrifié à la tradition de la fête de Noël pour ses apprenants du primaire et de la maternelle. Et comme c'est de coutume, l'établissement a sorti les grands moyens pour faire connaître aux enfants la joie de cette fête. Cette année, l'événement s'est déroulé sur le site d'Aboumey-Calavi et plusieurs dizaines d'apprenants ont été honorés. Le point avec Nassissa Losser et Uder Ompévi. Ambiance d'un grand jour ici au complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite. Emportés par l'ivresse de la fête de la Nativité du Christ, ces bouts de chou se sont éclatés l'instant d'une après-midi. Dans leur rang, des talents en herbe qui se sont révélés au grand public. Ce tableau est élargi au défilé de mode et ici aussi, les enfants ont fait étalage des connaissances acquises en la matière. Le chemin de la réussite est déjà tracé ici et les performances scolaires que réalisent chaque année les deux sites du cours primaire le montrent si bien. Pour les résultats de l'année académique 2020-2021, nous avons obtenu 100% de réussite sur les deux sites. C'est ici l'occasion de féliciter ces vaillants maîtres pour leur engagement au travail bien fait et à la réussite de leurs apprenants. Confiez-nous vos enfants et nous allons les conduire sur le chemin de la découverte et de l'acquisition des connaissances. Des efforts renouvelés chaque année qui ont valu au couple d'Andédian une surprise de la part des apprenants. Attestation de distinction. Monsieur et Madame Andédian, nous, l'union des élèves du complexe scolaire Clé de la réussite, venons par la présente vous décerner ce certificat de distinction que vous méritez amplement pour servir et valoir ce que de droit. Chers enfants, en ce qui vous concerne, nous vous exhortons au travail, à bien faire vos devoirs de maison qui vous sont donnés par vos maîtres et à aimer le travail bien fait. D'ailleurs, pour ces performances scolaires, le complexe Clé de la réussite met un prix d'or pour l'encadrement des enfants avec le recrutement d'instituteurs chevronnés qui, à leur tour, sont encadrés par des conseillers pédagogiques. Nous profitons de cette festivité de Noël des enfants pour vous présenter nos vœux de santé robuste, de paix, de prospérité et de succès
à tous les usagers du complexe pour que l'année 2022 soit une année de grâce et de réussite parfaite pour chacun et pour tous. Derrière les vœux du Nouvel An, l'arrivée du plus prestigieux des invités au festin en cette période. Merci d'accueillir le Père Noël. Drapé de ses traditionnelles couleurs rouge et blanc, le vieil homme à la barbe blanche est venu les bras chargés de cadeaux, distribués séance tenante. Une source de motivation supplémentaire pour ces futurs cadres du Bénin, déjà moulés sur les sentiers de la réussite avec le credo de l'établissement, la culture de l'excellence. Et les apprenants jouissent ici des fruits de la meilleure offre d'épanouissement au Bénin depuis plus de 15 ans. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le dernier sujet du point de l'actualité. En attendant donc d'ouvrir le plateau invité de l'autre côté, nous allons établir la liaison avec Alassane Arona qui nous fera un complément d'information sur le magazine de grand format de ce dimanche. Notre sujet porte sur la disparition d'une pratique chez les femmes au Tamari dans la commune de Boukoumbe. Le magazine de grand format, c'est juste après cette courte pause. LBM, notre passion vous transporte. C'est l'heure du magazine du grand format et direction Boukoumbe. Nous sommes dans le département de l'Atakora. Boukoumbe est une commune d'une superficie de 1036 km². Alassane Arona nous y conduit ce dimanche et il nous parle d'une pratique qui se fait de plus en plus rare chez les femmes au Tamari. Il s'agit du port d'une perruque traditionnelle à la bouche, autrefois source d'honneur et de fierté chez les femmes en pays au Tamari. Aujourd'hui, cette pratique ancestrale est menacée de disparition. Alors pourquoi? Explication à Alassane Arona. Nkwa Mouchiega, la cinquantaine révolue, est l'une des rares femmes de l'ère culturelle au Tamari qui continue de porter cette boucle à la bouche appelée Dimiari en langue locale d'Itamari. C'est une parure faite en pierre polie ou en bois, parée de brillantine, que la plupart des femmes de la région au Tamari devraient placer sous leurs lèvres inférieures, préalablement percées, pour séduire les hommes. Dans la localité de Boukoumbe, à l'époque, aucune femme ne pouvait se passer de cette parure si elle veut s'attirer un prince. Dans le temps, la femme au Tamari, son accoutrement, ce n'était pas gagné d'avance. On ne va pas dans une boutique pour s'acheter les ornements tels que beaucoup d'oreilles, au niveau de la lèvre, mais elles veulent se sentir, la femme au Tamari veut se sentir femme, différente donc de l'homme, et doit avoir un accoutrement attrayant. Et ça fait que lorsque vous êtes jeune, déjà à partir de 10 ans, très tôt on vous perce les oreilles. Mais à partir de 10 ans, vous perce la lèvre inférieure. Et vous y mettez quelque chose. Quand vous êtes jeune fille, c'est simplement une herbe que vous mettez là. Et tout doucement, lorsque vous grandissez, vous cherchez quelque chose de plus grand. Ça devient votre parure. Et donc, vers le bas, certains essaient d'aller. Il y a des colorants, sinon des brillantines, qu'on doit passer en bas du bois, avant de le placer au bas de la lèvre. De la même manière, au niveau des oreilles, on met de la petite bûchette et on agrandit. Et quand on est mûr comme femme et on finit de faire les cérémonies appelées du country en Ditamari, vous portez ça pour dire que vous êtes prête pour aller chez un homme. Et donc, vous vous parez autrement. Ce que la femme fait en bas,
L'homme le fait en haut ici, sur les narines. Hein? Certains sur une seule narine, d'autres sur les deux. Et donc, la parure que la femme fait ici, les hommes le font en haut. Loin d'être une pratique rituelle qui s'impose à toute femme Otamari de l'époque, Dimiari est juste un mode de séduction ancestrale qui permettait d'identifier la femme et tout son charme au sein de la société. Longtemps considérée comme une véritable arme de séduction chez la femme de la région Otamari, Dimiari est de nos jours menacée de disparition. À Bukumbe, tout comme dans les localités environnantes, peu de femmes continuent de l'adopter. Ce percé-là, dans le temps, c'était un honneur, c'était une fierté pour la dame. Mais en même temps, dites-vous que la dame passe tout son temps à arrêter la salive. Quand elle se baisse pour préparer, je me demande si ça ne tombe pas dedans. C'est une belle chose dans le temps. Mais en même temps, l'inconvénient, c'est ça que je vous ai sorti. Et ça fait que, bon, le peuple Otamari a abandonné ça petitement. Et aujourd'hui, on ne rencontre plus ça. Malheureusement, nous constatons que cette pratique a disparu. Elle a pratiquement disparu. Il y a des femmes qui portent encore de ces parures et qui ont de ces scarifications se font rares. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la disparition progressive de cette pratique. La modernité qui est apparue et ça a fait reculer ce bois qu'il fallait tailler. Peut-être il n'y a même plus ceux qui peuvent tailler. Cette pierre, à un moment donné, qu'il fallait aller façonner, polir correctement, faire que le bout rentre dedans et l'autre bout pointu reste dehors. Peut-être qu'il n'y a même plus des gens qui peuvent faire ce travail qui n'était pas un petit travail. Les gens le prenaient des mois pour pouvoir le faire. Alors ces exigences ont fait reculer. Et a priori, peut-être nous, on devait peut-être faire ça. Mais l'école nous a sauvés et on a senti aussi que ça n'a pas d'hygiène. Dimiari n'est pas la seule pratique traditionnelle menacée de disparition chez les Batam Maribé. Les scarifications qui se faisaient au ventre et à l'abdomen de la femme dès l'adolescence ont également disparu des habitudes. Et ça risque donc de disparaître complètement. Mon souhait, c'est que dans les musées à Koutamargoula, qu'on essaie de nous déposer des personnages comme ça, des femmes qui ont ça, telles celles que vous avez vues, et rechercher s'il y en a encore, prendre ceux-là. Il y a des vieux qui ont des oreilles larges comme ça. C'était ça, ils portaient des bois. S'ils peuvent refaire le geste, même si c'est du mimétisme, que vous ayez tout ça là, vous les prenez en photo et ensuite vous essayez de mettre ça dans des musées de Koutamaru pour que ça ne disparaisse jamais. Pratique séculaire et identitaire, Dimiari est caractéristique de la femme Otamari originelle. Sa disparition progressive depuis les années 80, même si elle n'a aucunement impacté la tradition Otamari, fragilise tout de même le modèle de la femme de cette région des Tatars. À l'instant, le magazine du grand format réalisé par Alassane Aruna, correspondant de Canal 3 Bénin dans le département de la Takora et de la Donga. En complément d'information, Alassane, bonjour. Bonjour Alassane.
poursuivre en ce moment. Alors Alassane, dites-nous comment cette pratique a-t-elle été introduite dans la culture ou même la tradition des Otamaris dans la région Boukoumé? Écoutez, Idrissou, il est difficile de savoir comment est-ce que cette pratique a été introduite de ces femmes Otamaris. Retenez tout simplement qu'elles ont hérité ça de leurs ancêtres. L'histoire aussi nous raconte que le peuple Otamari est venu de l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est de l'ancêtre qui est venu de l'Afrique du Sud que ces femmes ont hérité de cette pratique? Difficile aujourd'hui de retracer, en tout cas, l'histoire de cette parure. Mais aujourd'hui, à cause de plusieurs facteurs que nous avons d'ailleurs cités dans le reportage, la pratique est menacée de disparition. Pour cette rare et il nous a fallu traverser les frontières pour aller à la frontière congolaise parce que le peuple Otamari jusqu'à Nado, qui est frontière et le Bénin, Nadoba, pour pouvoir retrouver cette rare dame qui porte encore les traces de ces anciennes femmes-là et qui porte encore ces parures-là. Alors, comment le port de cette parure était-il apprécié par les hommes dans l'ère culturelle Otamari? C'était quand même une de séduction chez les femmes. À l'époque, pour qu'une femme puisse attirer l'attention, il fallait parure. Donc, c'est ça. Là, c'est paru là pour attirer des positants, pour dire à ces hommes, à ces braves, à aller vers un homme qu'elle était prête à fonder son foyer, qu'elle était apte à être mère de famille, à être mère responsable. Alassane, quels sont les facteurs qui favorisent l'abandon ou même la disparition de cette pratique ancestrale? Et donc n'avait aucun contact avec les étrangers. Par la suite, du fait de la fertilité des terres, parce que avec l'expansion de la population, avec la poussée démographique, à un certain moment, les terres ne suffisaient pas. Et donc, il fallait quitter le milieu d'origine pour pouvoir chercher d'autres terres culturelles, d'autres terres plus fertiles. Et donc, à force de l'exode rural, le peuple a copié et donc ce qui a influencé un peu quelques pratiques endogènes telles que le dimiel, le port de ces parures-là. Donc à force de prendre contact avec les étrangers, elles ont fini par abandonner. Elles ont trouvé que c'est des pratiques dépassées, donc des pratiques habilitantes, et donc il fallait délaisser ces pratiques-là au profit des autres pratiques. Et justement, quels sont les autres éléments de beauté et de séduction qui sont en train de remplacer ces perruques traditionnelles? Pour la cérémonie d'initiation, elle devrait se faire au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, pour prouver que au-delà de leur beauté, elles sont braves et aux gens, au-delà de leur beauté, en tout cas, qu'elles restent quand même elles peuvent au niveau du ventre montrer le bras et donc s'attirer avec toujours avec la modernité, les menaces, le fait d'aller à l'école. Alassane, une dernière question pour vous, si vous pouvez vous déplacer un peu, on a du mal à vous recevoir. Les fabricants de ces objets existent-ils encore à Boukoumé? Et j'avoue que j'ai véritablement des soucis pour vous recevoir. Je suis en train de bouger pour voir si la qualité va changer. Justement maintenant, voilà, on vous suit maintenant.
Est-ce que les fabricants de ces objets existent encore à Boukoumé? Quand on dit que la demande sera disponible, il faut avouer que c'est les anciens d'ailleurs. À un certain moment, les gens ne portaient plus ces pareils-là. Et les fabricants ont disparu. Les vieilles personnes, elles n'ont pas eu le temps de digger puisque la pratique n'est plus mise. Et donc, tout ça a disparu. Difficile aujourd'hui de retrouver ces pareils d'ailleurs sur le marché puisque les fabricants ont disparu. Merci beaucoup à vous, Alassane Harouna. Vous êtes le correspondant de Canal 3 Bénin dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Merci pour ce magazine et le complément d'information. Très bonne journée à vous. Imet Hélène Amoussou, c'est elle, la correspondante de Canal 3 Bénin dans les départements du Zou et des Collines. Son magazine est à découvrir dimanche prochain sur le grand format. Mesdames et messieurs, vous avez raison de choisir Canal 3 Bénin pour vous informer. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est maintenant que nous allons ouvrir la page invité de l'autre côté, donc avec le plateau du grand format. Monsieur Aubin Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes le directeur général du Centre national de sécurité routière. Bienvenue sur le plateau du grand format. Je vais vous rejoindre dans un instant. Avec vous, nous allons voir ce que le centre est en train de faire pour permettre aux populations de fêter dans de bonnes conditions avec moins d'accidents sur nos axes routiers. Mais en attendant, voici le ZAP 3 que nous propose ce dimanche, Nagui Balagui. Je suis vacciné, je respecte les gestes barrières, mais comme nous sommes très loin, vous êtes à plus de 2 mètres de moi, je me permets de tomber le masque pour vous répondre. Je suis plus audible comme ça. Il s'avère indispensable de recharger les batteries, 2 sachets de Gary plus les galettes et le tout est joué. C'est ça qui me sauve, en fait. Et le Gary est un aliment indispensable pour tout le monde, de première nécessité. Appelé en jargon scientifique d'étudiants le chlorure de soutien ou encore mes parents sont loin, le Gary intervient surtout dans les moments de disette accrue. En plein cœur de Cotonou, c'est pas normal. Brunel Lokono, étudiant en licence en matière de l'enseignement option SVT à l'université d'Abomey-Calavi. La rapidité d'absorption et la voracité lui ont permis d'avaler en finale et devant le public 400 grammes de Gary en 3 minutes. Quand on est champion, d'avoir quelque chose à quoi on s'y attend. Et partout quand on passe, les gens te saluent, même ceux que tu ne connais pas te saluent. Bon, comme si tu étais plus grand que bon. On dirait même pas que c'est le Gary que tu as consommé. Bon. Il y a même des gens qui font des prêts dans les microfinances pour faire la fête de ça. Prendre dette. Pourquoi? Il est vraiment intérieur, il est sale. Et il va retourner. Je n'aime pas le cimetière. Il n'y a pas ces nuits où les gens ne coupent pas les crânes d'hommes et mettent dans le sac qu'on nous appelons Béjiblé là pour aller vendre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je dis que la mort est une bonne chose. Parce que si les gens ne mourraient pas, il n'y aurait plus de place sur la terre. Il n'y aurait plus de place sur la terre. Nous sommes à côté du cimetière. Si vous voyez tous ceux noms qui sont enterrés là-bas. Si tous ceux-là étaient vivants, on n'aura même plus de place. Je mettrai au défi la plupart d'entre vous ici de me dire aujourd'hui quelles sont les limites de l'ancien royaume du Dahomey. Je fais mon test PCR au moins une fois par semaine et je suis à peu près seul dans ma zone ici, donc si vous permettez, je vais enlever mon masque. Dès que moi je suis vacciné, je suis revenu avec ma carte, je les ai dit que d'aller vacciner. Ils sont en train de trimballer. Un jour, le maire a dit que si quelqu'un ne vaccine pas, il ne rentre pas à la mairie. Dès que le maire a dit ça là, ils ont pris une autre position en même temps. C'est fini.
Bon, si tu veux continuer à travailler comme le jeune permanent, tu vas aller remplir les conditions, les mairies, tu vas aller payer l'argent pour rentrer. Les médecins qui vaccinent là, le maire les a amenés à la mairie. Donc ils ont pris une siège là pour vacciner les gens. Donc le réunion qu'on a eu ce jour-là, tout le monde qui est venu à la réunion là, ils ont vacciné avant de rentrer dans le salle de réunion. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez fait la vaccination? Non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Je suis protégé moi-même. Il y a plus important comme objet, comme comment dire, pas ces mots au fond, plus important comme préoccupation à mener, comme combat à mener que de s'acharner sur. C'est pour ça que je dis je reste un peu dubitatif, un peu indécis, mais il y a plus important quand même. Voilà. Je suis contre la traque que le préfet mène contre les prostituées. C'est pas un rôle de préfet, c'est pas son rôle ça. Il n'a qu'à aller jouer son rôle. Les tests sont là, il n'a qu'à appliquer les tests. Mais ce qu'il est en train de faire là, s'il n'a rien à faire, il n'a qu'à aller se reposer. J'ai fini. Merci beaucoup. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte.
du tout facile de se déplacer en ce moment, qu'on soit à moto ou en voiture. Dans les grandes villes du Bénin, la circulation devient dense et là où les feux tricolores ne fonctionnent pas, la situation est encore compliquée et les risques d'accident sont beaucoup plus grands. Mais le Centre national de sécurité routière ne baisse pas les bras avec les campagnes de sensibilisation. Quelles sont les stratégies mises en place pour cette période de fête de fin d'année? Le directeur du CNSR nous en parle sur le plateau du grand format. Monsieur Aubin Adokono, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. On va dire que c'est un moment d'intense activité pour le CNSR. Alors, comment ça se passe? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord faire observer que en matière de sécurité routière, c'est toute l'année qui nous amène à occuper les collaborateurs. C'est vrai qu'à la veille de fin d'année, les activités s'intensifient, mais nous nous organisons avec nos collaborateurs, que ce soit externes et internes. Et vous verrez que les départements sont ébranlés. Et nous avions demandé qu'avec l'appui des chefs de département, qu'ils travaillent avec les responsables communaux et pour que nous puissions renforcer la sensibilisation. Bien évidemment, avec l'appui de la police républicaine et des organisations non gouvernementales. Et nous essayons de faire le balisage. Et outre que le balisage, nous sensibilisons, nous allons vers les gares routières, les marchés, les points requis pour et peut-être drainer des engorgements. Et c'est ça que nous faisons. Vous aviez vu également pour la fin de cette année, et Covid aidant, nous avions renforcé la communication digitale. Vous avez vu à l'ORTB, vous avez vu à Canal 3, un peu plus dans les radios et dans les télévisions, des spots publicitaires que cette année, le CNSR a mis en œuvre pour pouvoir appeler l'attention des gens sur les prescriptions du code de la route et les comportements, les décents que nous devons avoir. Ce n'est pas facile, monsieur le journaliste, mais on y est. Alors, qu'est-ce qui explique cette forte densité de circulation pendant cette période? Merci bien. Voyez-vous, la plupart des riverains, la plupart des usagers, à la veille de la fête de fin d'année, sortent l'ensemble de leurs véhicules. Vous saviez que le transport est fortement motorisé et individuel, et lisé également au niveau de nos villes, ce qui fait que, à la veille, le souci de transporter des matériels acquis font que la plupart sortent leurs véhicules. Ça peut être des engins en 2 roues ou bien des motos et des véhicules. Et ce qui engendre un peu plus de congestion. Et la position du grand marché de Cotonou aidant, et vous allez voir que beaucoup rudent vers là pour pouvoir s'approvisionner. Et donc, ce n'est pas souvent facile. Mais nous avions noté que de 2019 à 2020, ces congestions que nous observons ont un peu diminué parce qu'il y a beaucoup de décès. Le gouvernement a fait l'option de créer beaucoup de décès aujourd'hui, ce qui fait que quand vous allez dans la zone d'Étoile Rouge ou un peu vers le marché Saint-Michel, vous allez voir qu'on a noté moins d'engorgement. La police républicaine également s'attelle pour réorienter les routes. Donc, ces décès, que ce soit du côté de Calavi, que ce soit du côté du littoral, et je veux nommer les grandes artères, et ça nous amène à ce que le constat est moins que les années antérieures. Et la circulation est un peu fluide, et ce n'est pas parce qu'il y a l'amorosité, comme les gens tentent de le dire, mais c'est parce que nous avions beaucoup de décès aujourd'hui, qui fait que le constat n'est pas aussi alarmant. Le CNSR, c'est l'institution publique chargée de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité routière au Bénin. Quels sont les projets que vous avez exécutés pendant cette année? Merci bien. Et j'avais déjà dit que quand on parle des accidents, c'est les statistiques. Quand on parle des accidents, c'est la stratégie. Et nous avions, durant cette année, fait asseoir un certain nombre de dispositifs textuels, c'est-à-dire finaliser le code de la route, finaliser le document de politique, et dresser le plan d'action pour la sécurité routière. Vous saviez qu'au niveau des Nations Unies, il y a un certain nombre de piliers stratégiques sur lesquels nous sommes amenés à agir. Vous allez voir d'abord au point 1, la gouvernance de la sécurité routière, comment est-ce que nous nous organisons avec les autres partenaires, comment est-ce que nous nous organisons pour agir en termes de sensibilisation. Et nous avions également au point numéro 2, la mobilité des routes et sécurité. Et c'est ça qui nous amène à voir un peu les signalisations et comment est-ce que les panneaux sont disposés dans les études et les projets de route, comment est-ce que nous puissions donner nos avis préalables et pour impacter un peu et dans les résultats attendus.
Et donc, au-delà de tout ça, il n'y a que les accidents, quand ça arrive, il y a les soins post-accident. Et comment est-ce que les sapeurs-pompiers s'intéressent. Donc, le document de politique qui a été tracé, qui a reçu le sceau du ministère du Développement, est chargé de cette question et qui bientôt va être introduit en Conseil des ministres par le ministre des Infrastructures et des Transports, que je salue au passage. Je voudrais vous dire que c'est ça qui donne les orientations stratégiques en matière de politique publique. Et donc, ces piliers ont requis un certain nombre d'organisations sur lesquelles nous allons agir. Donc, en termes clairs, lorsque le document d'abord va passer, nous aurions à mettre l'organe multisectoriel de consultation en termes de sécurité routière. C'est-à-dire que c'est le dispositif qui sort de la responsabilité seule du CNSR pour l'élargir vers les autres secteurs stratégiques. Je vais parler de l'éducation, je vais parler du ministère de l'Intérieur et autres. Et donc, ces projets ont été vraiment une priorité pour le ministère en charge des transports. Et lorsque nous avions fini, il y a l'autre volet qui est le code de la route. Vous saviez que c'est l'arrêté général de 1956 qui fait office de code de la route. Nous avions fini totalement cela également. Et dans les quelques heures, le projet va être envoyé à l'Assemblée nationale pour requérir le sceau. Et ça pourrait nous permettre de prendre en compte les nouvelles exigences, les spécifications. Vous saviez que le Bénin n'avait pas beaucoup de voies et tracés de type intelligente. Et donc, nous avions actualisé l'ancien code de la route pour prendre en compte les nouvelles exigences. Et les documents et en termes de projets, de décrets, sont en cours d'élaboration. Ça va prendre également le sceau de la Commission nationale de la législation. Et après ça, nous allons passer à la vulgarisation et à la mise en œuvre. Et bien évidemment, avec les questions de digitalisation qui nous amènent aujourd'hui à impacter un peu le processus de visite technique et qu'au-delà de l'informatisation, nous sommes allés vers l'informatisation de la salle de traitement. Et je crois que d'ici peu, on attend de finir pour présenter ce que cela requiert. Alors, nous sommes à la fin de l'année. En termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle est la position de la courbe? Elle est ascendante, descendante ou stable? Bon, je voudrais quand même vous dire que nous ne sommes pas encore à la fin, parce que c'est au début de l'année N+1 que nous faisons le bilan de l'année N. Mais il faut noter que les statistiques, les 3 dernières années, ont montré qu'il y a eu beaucoup de progression. Beaucoup de progression, à l'exception du littoral, où nous avions eu beaucoup d'accidents, mais en termes d'indice de gravité, nous avions en réalité le faible taux, 7%. Vous aviez l'Atlantique, qui nous donne beaucoup plus de soucis, avec la route, et dont tout le monde en parle. Donc, la stratégie, c'est de mettre les contributeurs, je vais parler beaucoup plus les responsables, les garagistes à contribution, les ONG à contribution, pour que au niveau des sites, les gens puissent quand même sensibiliser avec nous. Et je voudrais observer que à l'opposé, il y a la Libori et il y a la Donga, où il y a eu très peu d'accidents, mais il y a eu beaucoup de décès. Et parce que c'est des accidents qui ont impliqué des grands bus, où il y a beaucoup de personnes. Et nous avions profité de l'occasion pour inverser la tendance, nouer des relations avec des coopérations avec les maires, et qui aujourd'hui ont pris beaucoup plus de relais. Je voudrais profiter de l'occasion pour les saluer. Saluer le maire de Djougou, saluer le maire de Porte-Novo, le maire de Cotonou et le maire de Calavi, et pour l'engagement pris à nos côtés, parce que la sécurité routière, ça ne devrait plus être l'affaire du CNSR seul. Alors, donc nous attendons, on a les données provisoires de 2021, mais nous pensons que la courbe va arrêter descendante, et parce que ça y va de l'avantage de tout le monde dans le pays. Très bien. Le Bénin a participé à la réunion préparatoire de haut niveau des experts pour l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était début décembre à New York. Quel message le Bénin portait à cette rencontre? Merci, monsieur le journaliste. Vous saviez qu'il y a d'abord au niveau de l'Union africaine les évaluations sur les bonnes pratiques de sécurité routière. Et je ne vous cache rien, vous aviez vu un peu et dans la communication du gouvernement que c'est le gouvernement actuel qui a fait adhérer d'abord le Bénin à la charte africaine pour la sécurité routière. C'est le gouvernement actuel qui a fait adhérer, et pour que les 2 conventions phares, la convention de Vienne sur la signalisation routière et la convention de Vienne sur la circulation routière, soient adoptées les 3 dernières années. Et donc, en matière de bonnes pratiques, le Bénin a été retenu
pour participer à la réunion des experts de haut niveau pour préparer le sommet mondial sur la décennie d'action 2021-2030. Donc, nous étions invités, et en Afrique de l'Ouest, nous étions pratiquement les seuls à être invités en présidentiel. Et donc, pour partager l'expérience du Bénin en matière de financement de sécurité routière. Vous saviez qu'au niveau du CNSR, aujourd'hui, l'autonomie financière nous amène à impacter les comportements de nos usagers en attendant et de faire recours à d'autres options. Et donc, nous sommes partis et nous avions exposé comment est-ce que nous nous organisons et nous entendons pour le sommet de juillet 2022 et qu'avec le ministre des Infrastructures et des Transports, qui est très engagé sur ces questions, nous puissions aller pour présenter ce que nous faisons à la face du monde. Je voudrais vous dire également qu'en matière de projet routier, lorsque le code de la route va être validé, nous allons renforcer beaucoup plus la vulgarisation et pour que les comportements puissent être impactés. D'accord. Une dernière question avant de vous laisser passer. Dans cette période, lorsqu'on se met en circulation, qu'on soit à moto ou en voiture, quelles sont les précautions qu'on doit prendre? Bon, je voudrais d'abord dire qu'en matière de sécurité routière, c'est depuis l'apprentissage à la conduite qu'on nous enseigne les codes de la route. Donc, ce n'est pas en période de fin d'année seule. Et nous devons nous organiser d'abord pour sortir très tôt de la maison, pour ne pas être empressés, et histoire d'éviter les excès de vitesse que nous engendrons. Nous devons avoir de très bons comportements, éviter d'être en état d'ivresse pour se mettre au guidon ou au volant. Et je voudrais dire que les ONG sont requis, sont instruits pour pouvoir rappeler ces principes sur les gares routières. Notre stratégie, c'est le faire. Nous nous organisons pour être beaucoup plus proches des gens au lieu de venir après pour parler des sensibilisations. Et donc, je profite de l'occasion pour inviter les chefs de département, les responsables de la police républicaine que je salue au passage, à renforcer la stratégie actuellement en cours et que les coms digitaux que nous avions lancés puissent quand même être multipliés à fond par nos relais et pour que même de votre maison, vous puissiez savoir qu'il faut être en vie pour connaître 2022. Et pour connaître 2022, il faut avoir les comportements, les décents, les meilleurs. Et je sais que ce n'est pas facile, mais avec la tendance qu'on observe, si la dernière semaine ne nous donne pas un comportement inverse, et ça va être la victoire sur la mort, et tout le monde pourrait quand même se réjouir de cela. D'accord. Merci à vous, Monsieur Aubin Adoukonou, directeur du Centre national de sécurité routière. Très bonne journée à vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, juste après, c'est notre artisan de la semaine qui va s'installer ce dimanche. On parle de la technologie en mécanique et la maintenance des tracteurs. L'artisan de la semaine, c'est juste après cette pause. LBM, notre passion vous transporte. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts.
Et nous sommes de retour pour la suite du grand format avec l'artisan de la semaine, M. Urbain Kandji. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes le président du comité de gestion de la base d'appui et de formation des mécaniciens d'Abomey Calavi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va commencer par bien connaître votre comité. Donc, le comité a été créé quand et pourquoi? Oui, monsieur le journaliste. Et ici, c'est Kandji Komla Urbain. Je suis le président du comité de gestion de la base d'appui et de formation des mécaniciens d'Abomey Calavi. D'accord. Bon, et cette base d'appui a été créée en 2010 avec des partenaires béninois et français. Parce qu'il y a une association France-Bénin-Vendée qui nous a aidé à trouver le financement, accompagner des partenaires locaux, y compris la mairie de la commune d'Abomey Calavi. Donc la base d'appui a été installée pour donner renforcement des capacités des artisans dans le domaine de la mécanique et surtout les apprentis et les patrons aussi. Nous formons les apprentis dans la formation duale, nous formons les patrons aussi pour la mécanisation technologique, c'est-à-dire des nouveaux motos qui arrivent. En dehors de ça, je suis encore dans un réseau de développement d'agriculture durable. Alors, la formation en technologie mécanique, comment ça se fait? Oui, nous formons des patrons en coup de terme. Nous les formons pendant une semaine ou 2 semaines. Et nous formons les apprentis pas alternatifs, c'est-à-dire ils viennent une fois par semaine. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Nous les apprenons la technologie des nouveaux motos qui arrivent. Avant, il y a des anciens motos. Maintenant, même dans ta chambre, tu peux démarrer une moto avec les commandes, tout ça là. C'est ça la technologie. Nous les formons en ça aussi. Alors, comment vous-même vous avez été formé? Ah oui, moi, je suis été formé par les formateurs qui sont des formateurs agréés par l'État, accompagnés de notre fonds qui est FODEFCA avec le ministère de la formation technique. Donc c'est un peu de ça. Donc je suis formé par plusieurs années. Et en ce moment, j'ai l'agrément de former les autres. D'accord. Quand on veut se faire former, quelles sont les démarches à mener? Est-ce qu'il faut être forcément d'Abomey Calavi pour bénéficier de vos formations? Non. Bon, la base d'appui a un agrément de former des mécaniciens de tout le Bénin. Okay. Oui. Par exemple, la dernière fois, je suis allé à Guénangourou et Perere pour former des patrons mécaniciens dans la mécanique moto. D'accord. Quand on veut se faire former, comment on doit faire? Bon, dans une association, ils font une demande, ils envoient aux directions compétentes et on nous sollicite pour les faire former. Alors, vous formez également les paysans dans le domaine donc, des machines agricoles. Comment ça se fait? Oui, nous formons les paysans, les conducteurs, nous les formons les tractoristes dans la conduite des machines agricoles. Ensuite aussi, nous les formons dans la maintenance et la réparation et l'entretien des machines agricoles. C'est ça. Alors, l'entretien des tracteurs, comment ça se fait? Oui, est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières pour le faire? Bon, si tu es un agriculteur, tu as un tracteur, nous on te forme. Mais si tu n'as pas un tracteur et tu veux se faire pour conduire un tracteur pour un artisan, un paysan qui a l'argent, il a payé un tracteur, tu veux conduire, nous on te forme. Alors, dans le PAG, on retrouve donc le volet H formation qui va prendre en compte également les machines agricoles. Comment ça va se faire? Oui, et dans le PAG, c'est-à-dire du gouvernement et du chef de l'État, notre Excellence, M. Patrice Guillaume Atran-Talon, nous aussi, nous avons même vision pour l'accompagner dans son PAG. C'est ça. De ça, il y a un volet formation qui est H. Formation dont le conseil de cette volet formation est logé à la base d'appui de la commune d'Abomey Calavi. Il a son siège là. De là, ce conseil-là, il sélectionne les artisans, leurs besoins. Et de ça, ils transmettent à notre usine de fabrication des tracteurs qui est à Ouida, qui est actuellement Sonama, Société nationale des mécanisations agricoles. Donc, et le
conseillers de H formation, ils sélectionnent les artisans et les envoient à la Sonaba pour identifier les modules de formation dans la réparation et la conduite, la mécanisation des machines agricoles adaptées au sol béninois. Très bien. Merci à vous, Monsieur Urbain Kandji, président du comité de gestion de la base d'appui et de formation des mécaniciens d'Abomey-Calavi. Bon dimanche. Ok, merci. Merci. Mesdames et messieurs, on va rester toujours sur la page invitée et c'est le moment de passer en revue quelques sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine. C'est avec Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, la revue de presse hebdomadaire de Nassis Alassé pour planter le décor. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité cette semaine, les journaux révèlent une malversation dans les ministères. Le quotidien Matinal en a même fait sa manchette le jeudi. Le journal nous apprend qu'un milliard de moins perçus pour l'État ont été constatés dans les ministères. Des actes de détournement de deniers publics qui, selon mes confrères, sont contenus dans les rapports 197 au total des inspections générales des ministères et examinés en Conseil des ministres. Plus d'1 milliard de francs CFA détournés donc par des cadres de plusieurs ministères, écrit le quotidien Fraternité qui, dans les détails, nous apprend que le directeur départemental Oubé Plateau du cadre de vie du développement durable a à lui seul dévié 2 200 000 francs CFA à travers des tickets valeurs. Mais déjà, informe Fraternité, près de 89 millions de francs CFA ont été remboursés. La malversation à la peau dure au Bénin, conclut le quotidien Fraternité, pour lequel le régime de la rupture a encore du chemin à faire pour venir à bout de ce phénomène. En tout cas, pour le quotidien La Cloche, plusieurs agents indélicats officiant dans 14 ministères sont dans de beaux draps, surtout avec l'existence de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Parlant de la justice, le quotidien Matin Libre nous amène aux nouvelles de Joël Aïvo et Ricky Amadougou et nous informe qu'ils n'interjetteront pas appel de leur condamnation. Le journal rapporte les propos des avocats des deux mises en cause et selon ces derniers, cette décision peut s'expliquer par le fait que Joël Aïvo et Rikiat Madougou ne croient plus à la justice de leur pays. Maintenant que Joël Aïvo et Rikiat Madougou ont décidé de couper court au processus, les Béninois, mais au menton, ont les regards tournés vers le président Patrice Talon, écrit en gros titre Matin Libre. Et l'occasion qui est plus guettée selon le journal, c'est son discours sur l'état de la nation. En politique, Moïse Kérékou quitte officiellement le parti Les Démocrates un mois après sa suspension. Le quotidien Fraternité et Le Matinal publient dans leur colonne les raisons données par l'homme pour expliquer son choix de rompre les amarres avec son ancienne formation politique. D'abord à propos de sa candidature à l'élection présidentielle de 2021 sous une autre bannière en duo avec Joël Aïvo, l'ancien ambassadeur la justifie par ce qu'il appelle des atermoiements du parti Les Démocrates et la procédure biaisée dans la sélection du duo de candidats. Démission du parti Les Démocrates, commente le quotidien Matinal, les déballages de Moïse Kérékou. L'homme affirme surtout que Rikiat Madougou a été désigné candidate du parti à l'élection présidentielle au mépris des règles. Une fois la suspension du parti consommée, Moïse Kérékou estime qu'il doit donner une nouvelle orientation à sa carrière politique, d'où l'officialisation de son départ du parti. Et sa future destination, c'est la force Cori pour un Bénin émergent. Un parti auquel il appartenait avant de s'en débarquer pour porter avec beaucoup d'autres les démocrates sur les fonds baptismaux. FCBE, c'est notre parti d'origine et je pense qu'il faut retourner à la maison pour ne pas errer, a déclaré Moïse Kérékou dans les colonnes des journaux parus cette semaine. Le quotidien Fraternité lui trouve que derrière ce divorce, il y a des plaies béantes et des questions. Et des questions, la publication en pose un certain nombre. Qu'apporte de plus au débat public les raisons avancées par l'ancien ambassadeur pour justifier sa démission? Que recherche-t-il en se démarquant de sa posture d'homme tempéré qui ne verse pas dans les polémiques? Est-ce un règlement de compte ou est-il en mission? S'interroge le canard de Ménotet. En face, le Parti du Renouveau démocratique a tenu son 5e congrès ordinaire le dimanche dernier. Les publications nous apprennent qu'à l'issue des travaux, Maître Adrien Gbedji a été maintenu à la tête du parti.
Mbedji encore et encore, s'exclame le quotidien Matin Libre. Pas d'alternance donc au sommet du PRD, alors même que les démembrements du parti sont chaque fois renouvelés, constate le quotidien Fraternité. Toutes les fois que l'opinion publique juge venu l'heure de retraite politique pour le leader des Tchoko Tchoko, Maître Adrien Mbedji s'accroche, ajoute mon confrère, qui rappelle que cela fait 32 ans que l'homme dirige ce creuset politique et qu'il ne reste pas grand monde de la génération qui a mis ce parti sur les fonds baptismaux. À 79 ans donc, et avec plus de 30 ans de vie politique, le triple ancien président de l'Assemblée nationale rempile à nouveau à la tête du parti arc-en-ciel, fait observer le journal, qui se demande si la démocratie a encore un sens au parti du renouveau démocratique. Le quotidien matinal parle du rêve surréaliste du parti du renouveau démocratique et estime qu'une fois encore, Mbedji maintenu, la jeunesse est sacrifiée. À la lisière d'une fin de carrière politique, ajoute le journal Le Potentiel, Maître Adrien Mbedji tente vaille que vaille de tenir le gouvernail du parti arc-en-ciel, devenu un navire prédestiné au chavirement en haute mer. Le congrès mis aux prises avec la réalité du terrain est loin d'être le congrès du miracle. La réalité du terrain est ignorée royalement et le parti du renouveau démocratique risque d'acter son requiem en cette période préélectorale d'avant les législatives de 2023, avertit la publication. Dans la suite, cette semaine, les menaces terroristes au nord du Bénin. Dans sa parution de vendredi, Nord-Sud Quotidien nous informe d'une nouvelle attaque des djihadistes sur une position de l'armée béninoise. Et pour le bilan, la publication parle d'un mort dans le rang des soldats béninois et beaucoup de blessés. Dans ce contexte, le gouvernement agite un projet de recrutement au niveau des forces armées béninoises et de la police républicaine. Dernier conseil des ministres de l'année, défense et sécurité, du renfort avec 1500 militaires et 2000 policiers à recruter, écrit en gros titre le quotidien Fraternité dans sa livraison de jeudi. Pour le journal L'Autre Vision, Patrice Talon sort le grand jeu face à l'insécurité. Nord-Sud Quotidien lui précise que ces recrutements seront faits au cours de l'année 2022. Du sport pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité. Et c'est le quotidien Fraternité qui nous apprend que le Bénin rêve d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football. Mon confrère s'appuie surtout sur les propos du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement qui, lors de sa dernière sortie médiatique, a annoncé la construction de 2 stades aux normes internationales. À en croire Wilfried Léandre Mbedji, cité par Fraternité, abriter une compétition majeure reste l'un des plus grands défis du régime de la rupture. On avait dit une vingtaine de stades pour compléter les 22 déjà existants. Mais en voyant les perspectives aussi avec la possibilité de faire abriter à notre pays de grandes compétitions internationales, nous allons refaire totalement le stade Charles de Gaulle de Porto Novo et nous allons construire un grand stade à Parakou, a dit le porte-voix de l'exécutif pour qui les dernières sollicitations du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou ont permis au gouvernement de rêver grand. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Merci à vous, Nassis Alossé, pour cette revue de presse hebdomadaire. Rendez-vous dimanche prochain. Gabin Goubé, bonjour. Bonjour à vous, Idriss. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci d'être là pour l'exercice de décryptage de l'actualité nationale. Cette semaine, la Commission béninoise des droits de l'homme a rendu public son rapport au titre de l'année qui s'achève. Le rapport a été présenté aux députés. Est-ce que vous avez pris connaissance des grandes lignes de ce rapport ? Absolument. On a eu l'occasion d'avoir lu ce rapport, suivi cette présentation devant la représentation nationale. C'est une exigence qui est faite à la commission, à la CBDH. Elle doit pouvoir passer devant les élus du peuple, présenter le rapport et le faire ensuite devant le président de la République. Et donc, avant d'aller au fond, je pense que c'est une exigence constitutionnelle, qui est une exigence réglementaire qui vient d'être satisfaite. C'est bien qu'on ait déjà que cette commission-là ait rempli ce cahier de charges qui lui est assigné. Maintenant, quant au fond du rapport, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, le rapport a été présenté, comme vous le dites, au Parlement et cette présentation a provoqué
une levée de bouclier dans le rang de quelques députés, certains comme Oden Aladati ou Mathieu Adjovi ne s'y retrouvent pas. Est-ce que vous avez suivi leur réaction? Exactement, ils n'étaient pas d'accord sur le contenu du rapport. Je pense que bon nombre de Béninois également doivent avoir quelques griefs contre ce rapport-là. Mais il faut comprendre que la commission a certainement, c'est une commission composée essentiellement de Béninois, c'est les compatriotes à nous qui sont membres de cette commission-là. Ils ont certainement eu les critères pour évaluer, pour apprécier l'état des droits de l'homme au Bénin. Ils ont certainement agi suivant certains critères qu'ils ont définis en leur sein et certaines exigences et certaines conditions que la loi leur offre pour faire cette mission-là. Eh bien, ils ont constaté, et comme tout le monde l'a remarqué, qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on devrait quand même corriger un certain nombre de choses par rapport aux droits de l'homme. Eh bien, les députés n'ont pas apprécié la façon dont on a stigmatisé négativement le Bénin sur beaucoup d'aspects. C'est tout à fait le droit. J'ai suivi Oden Aladatin qui était particulièrement remonté, qui trouve que c'est des gens de rapport qui parviennent à déclasser totalement notre pays au plan international. Mais je doute fort que les commissaires qui ont travaillé au sein de la CBDH soient dans cette vision-là, soit dans cette optique de salir l'image du Bénin à l'extérieur. Ce sont des gens quand même nommés ou désignés en fonction de ce qu'ils représentent donc, dans le pays. Quand même. Voilà, tout à fait. Donc, je ne crois pas qu'ils sont dans la vision de faire fuir les investisseurs. Donc, je veux bien espérer qu'ils se sont retrouvés aussi un temps soit peu dans les griefs, les suggestions qui leur ont été faites par les députés, qu'à l'avenir, ils veilleront à intégrer ces aspects de la question, si tant est qu'ils veulent vraiment aider le pays ou bien veiller à ce que l'image des droits de l'homme soit corrigée. Maintenant, il y a les recommandations, une série de recommandations qui ont été formulées à l'endroit des décideurs, des institutions de la République et autres partenaires qui sont impliqués dans l'administration ou bien dans la protection des droits de l'homme au Bénin. Et je pense que chacun va pouvoir jouer sa partition pour améliorer un tant soit peu, pas forcément la qualité du rapport, mais l'état des droits de l'homme au Bénin. Très bien. Autre sujet avec vous, le Parti du Renouveau démocratique a tenu son congrès ordinaire. Donc la dernière fois, une fois encore, les pronostics, ceux qui donc souhaiteraient voir le départ donc, du président Adrien Humbédié devront donc attendre. Ils devront attendre, mais pour combien de temps encore? C'est là, vous avez vu un peu notre manchette du mardi, je crois. C'est vrai que beaucoup ont trouvé qu'on était particulièrement remonté contre le PRD, pas du tout. On a juste fait des analyses après ces décisions que la direction exécutive nationale ou bien le congrès du PRD a prises. On a senti quand même qu'il n'y a pas une volonté de renouvellement des instances au niveau du parti. Même si ça se fait, on sent qu'on fait toujours avec les mêmes. Nous, on a trouvé particulièrement que la jeunesse ne se retrouve pas dans cette formation politique-là, même si on nous chante, on nous dit que c'est la jeunesse qui plutôt a voulu que le président, le leader charismatique de cette formation politique soit maintenu à la tête du parti. Moi, je pense que ce congrès, personnellement, a laissé bon nombre de Béninois, bon nombre de jeunes qui ambitionnent faire la politique sur la fin, parce que si on doit faire avec les mêmes, surtout avec le contexte de la réforme du système partisan, où on prône quand même une promotion de la jeunesse au sein des instances politiques, qu'on maintienne de vieux mastodontes, de vieux routards à la tête de ces formations politiques-là, je pense que c'est quelque peu en déphasage avec cette ambition de promouvoir la jeunesse, de faire émerger la jeunesse en politique. Et je pense que tant que ce sera comme ça, tant que ce sera les vieux qui nous dirigent, Humbédié, on le sait, il a un parcours politique respectable, il a cette expérience-là qui pourrait valablement mettre à la tête du parti, même pas en étant président. On pouvait, par exemple, le faire président d'honneur, mais mettre quelqu'un d'autre là pour faire le travail. Mais qu'on trouve qu'il est seul à faire le travail quelque part, c'est un échec pour lui-même. Échec de ne pas pu avoir préparé une relève, parce que je trouve, donc on l'a dit, qu'il est prisonnier en quelque sorte de cette faille-là, de ne pas avoir pendant 3 décennies préparé quelqu'un qui quand même puisse assurer la relève du parti. Et comme ça, on partage presque entièrement l'opinion ou l'avis de ceux qui pensent que dès que Humbédié va sortir du parti, eh bien, il n'y aura plus personne pour continuer. Parce qu'on a souvent cette question de renouvellement des instances qui va assurer la succession de Humbédié, s'est souvent posée, mais visiblement le parti s'est trouvé coincé
à toutes ces occasions-là, on n'a pas pu trouver quelqu'un pour prendre le relais. C'est dommage. Justement, comment pourrait se porter donc, le PRD ou comment voyez-vous l'avenir du PRD sans Adrien Mbedji? Un avenir mitigé. C'est vrai que le PRD a pris l'option également d'aller aux élections législatives de 2023 sous la bannière donc, du logo arc-en-ciel. On attend de voir au moment où le chef de l'État, où on prône le regroupement au niveau des grands ensembles, le PRD a refusé cela, a voulu préserver son identité, sa particularité. Bien, on attend de voir ce que cette option-là va donner. Vous n'êtes pas sans savoir que lors des municipales et communales de 2020, le parti a pu faire l'expérience avec les nouvelles règles de l'achat des partis politiques où ils n'ont pas pu franchir la barrière des 10%. Eh bien, si pour des élections de proximité où a priori vous êtes au contact des électeurs qui sont des électeurs a priori, si vous n'avez pas pu franchir la barre des 10%, et si, je demande si pour les législatives ils peuvent le faire. En tout cas, il parle de remontada. Enfin, nous, on attend de voir. On attend de voir. Autre information qui a fait la une de l'actualité cette semaine, c'est la démission de Moïse Kérékou du parti, les démocrates. Alors, est-ce que c'était prévisible? Prévisible ou pas, pour moi, c'est un non-événement. C'est vrai qu'il avait été suspendu. Il avait été suspendu du parti depuis février pour avoir pris ses distances vis-à-vis du parti, avoir pris sa liberté pour aller se présenter sur une autre liste ou avoir voulu porter sa candidature par un autre regroupement politique, ce que le parti n'avait pas apprécié compte tenu des raisons de discipline du groupe. Il n'était pas le seul dans le cas. Il y avait Irénée Agossa également qui avait été sanctionné pour s'être soustrait de la discipline de cette formation politique, mais lui aussi a été sanctionné dans le temps. Mais on l'a vu, lui, en février déjà, il a fait une conférence de presse pour dénoncer un certain nombre de choses. Et c'est pratiquement ce qu'il avait dénoncé entre-temps qui est revenu dans les déclarations, la publication via sa page Facebook de Modeste Kérékou. Oui. On se demande déjà pourquoi avoir attendu tout ce temps, même s'il a tenté de se justifier dans sa publication, pourquoi il a attendu le faire. Il dit avoir démissionné depuis le début du mois. Pourquoi ne pas avoir rendu public cette information-là? Est-ce qu'il a consulté les électeurs? Pour moi, c'est un non-événement, surtout qu'il dit enfin qu'il va vers qu'il retourne à la maison des départ, la FCBE. Lui qui avait beaucoup de griefs contre cette formation politique. Et il n'exclut pas la création de son parti également. Vous savez, il n'est pas interdit de rêver, mais je ne pense pas qu'on puisse attendre quelque chose de grand de ces politiciens-là qui disent être la relève une jeunesse qui construit la relève, mais qui en somme ne sont pas des armes pour nous autres. Très bien. Gabin Goubé, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci pour ces analyses. On se retrouve très très prochainement. Merci Idriss. Merci et bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici l'artiste de la semaine. Onde vou biotome, omblion le to frene. Onde vou biotome, avion de mebino kune baba jebunando ho. Baba jebunando ho. Emam kumio tawi. No humio tawi. Humio tawi. Tu shot tawi. Banka tawi. Mi ai milo ndevoa. Baba wan killing someone ndevoa. Mi ai milo ndevoa. Baba wan killing somebody ndevoa. One no ite. Baba jebu. No injeje. Baba jebu. No ilo. Baba jebu. No i. Baba jebu. Non vice fonzanzan e non dia cincoton. E non è tablo de tipo, non è carica. E non è calcul, non è mirangaye. Capiche non c'è nulla, non è mirangaye. E non è telefono, non è un tonton là. E non cambia e me pido a numero te guero. Ai. Bancare te guero. Ai. Motusha lo po numero. Ai. Montrina lo po numero. Goro pem de 5, goro pem de 10. Sasta e goro e pe ona infortune. Ai. Baba Willy mi meko. Mécanicien ou un mathématicien. Au pêcheur est un professeur de maths. Gardien est un mathématicien. Pas d'amis. T'es qu'à rouler so badane wayo. C'est quand t'es bon ndevoa. Baba wan kill somebody ndevoa. Mi ai milo.
Fils d'un chanteur et compositeur de la musique traditionnelle, aujourd'hui l'une des meilleures voix de la musique béninoise, il nous fait l'amitié d'être sur le plateau du grand format de ce dimanche. Sweet Glory, bonjour. Bonjour Idriss. Bonne arrivée. Merci bien. Alors comment on se porte ce matin? Je vais super cool. En pleine forme. Voilà, ça va. Ça fait plaisir de vous avoir par ici. C'est partagé. Alors on va commencer par, on va remonter un peu dans l'histoire avec le groupe musical All Bass, donc votre groupe musical. Comment l'aventure a-t-elle commencé? Ça a commencé en 1995 avec le nommé Habib Bouinou, c'est lui qui a eu l'idée de fusionner les deux groupes. Sinon moi j'étais ailleurs avec Zeki et Koudadi et Blue étaient ailleurs. Oui. Donc c'est en 1995 qu'on s'est réunis grâce à Bouinou Habib. Et voilà, on a fait notre première apparition sur scène, c'est le grand public en 1995 toujours. Et beaucoup d'années, beaucoup de trophées ensemble. Et voilà, aujourd'hui, le groupe est en pause et voilà, chacun est dans sa carrière solo. Oui, et quels ont été les bons moments que vous avez connus ensemble? C'est en 2000, on était à une tournée avec le groupe My System au Bénin ici. C'est notre premier concert avec une grande star. Parce que dans le temps, c'était premier Gaou, donc ça cartonnait grave. Et nous, on n'avait pas encore d'album avant d'avoir cette chance-là. Oui. Donc, c'est cette scène-là, c'est cette première scène plutôt qui nous a... Voilà, qui était notre... et bon, d'abord, le plus grand... quelle était la question? Oui, allez, les bons moments que vous avez... Le plus grand moment, c'est notre première scène dans notre quartier. Et c'était où? Parce qu'on voulait chanter, c'était à Papa Demain. On voulait chanter. Et puis l'église christianiste céleste de notre quartier nous a permis de faire les répétitions sur leurs instruments. Ok, d'accord. Et ce sont eux qui ont... il y a quelques membres de Gangway Brass Band aujourd'hui qui faisaient partie et ils avaient joué pour nous. Quand on a pris le micro pour la première fois, devant un grand public, c'était le bonheur. Voilà. Et puis après, il y a eu la tournée avec le groupe My System, il y a eu la sortie de notre premier album avec notre producteur Sergio Machiavelli. D'accord. Et Benetop 10, quand on avait gagné, on ne savait même pas qu'on était dans un concours. Ah bon. C'est le lendemain, nous sommes allés prendre notre trophée. On était vous n'étiez pas... du Bénin sans le savoir. C'est ça. Oui, c'est pas aujourd'hui où les gens font campagne, les gens... Tout à fait, oui. Nous, on ne savait pas, on n'a jamais fait campagne pour un trophée. Vous travaillez seulement les gens... Parce qu'on méritait, voilà, tout simplement. Bon, aujourd'hui, le groupe All Bass, qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, comme j'avais dit tout à l'heure, le groupe All Bass est en pause, technique pour le moment. Mais chaque membre est dans sa carrière solo. On essaye. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous partagez encore? Oui, toujours. Même tout à l'heure, j'étais en ligne avec Cool Daddy, donc on est toujours ensemble. Alors, donc depuis 2010, je crois, vous avez commencé votre aventure en solo. C'est une expérience qui n'est pas facile quand on sort d'un groupe comme All Bass. Oui, vraiment. Ça n'a pas été facile, mais moi, j'ai eu la chance de sortir. Mais vous et ça avait marché. Puis après, il y a une solution où je dis, ils sont des bébés. Oh maman, il faut les aimer. En 2015, hein? Oui, voilà. Donc, les hommes sont des bébés. La chance d'enchaîner, et ça a marché. Donc voilà. Mais aujourd'hui, les gens me demandent pourquoi ils n'entendent plus parler. C'est comme si je ne sors plus rien, alors que je sors toujours des sons. Ah oui? Mais peut-être qu'ils n'ont pas fait boom comme
Oui, en fait, toutes les chansons n'ont pas le même impact et tout. Même ceux qui viennent de passer là, et Baba Djebou est là, et pourtant, les gens ne savent pas que je cherche aussi quelque chose. Je cherche toujours des questions, donc c'est pour leur dire, allez sur mes pages, et vous allez voir. Vous allez voir du bon. On a connu Assou, on a connu Délivré également en 2019. Après une pause, hein, vous aviez entre-temps observé une pause avant de venir lancer Délivré. Délivré, c'était pour qui? Délivré, c'est pour... comment on dit ça? C'est une prière au fait. Okay, je suis délivré de tout ce qui est mauvais. C'est vrai que ça a été lancé en décembre. Hein? Oui, en décembre passé. Oui. Voilà, c'est une prière pour tous ceux-là qui auront la chance d'écouter le son. Donc c'est une prière d'entrer dans la nouvelle année. Voilà, c'est pourquoi c'est sorti en décembre. Le titre Laissez-les parler, donc a fait parler de lui également sur la scène musicale béninoise. Est-ce que c'était une réponse aux attaques à votre endroit? Non, 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 pas du tout. Je dis, quand vous êtes dans votre couple, il y a toujours des gens qui viennent mettre leur bouche dans vos affaires. Laissez-les parler. Tout simplement. Ça. Tout simplement, il faut observer sans répondre. Voilà. Alors, l'autre single qui continue de cartonner, c'est bien ça, hein, Baba Djebou. De quoi parle la chanson? Baba Djebou, c'est un constat. Il y a un jeu qui se joue et c'est devenu carrément le boulot de tout le monde aujourd'hui. Donc, je suis dans un milieu où ça se joue grave. Donc, j'entends les gens disent des mots, j'ai dit, je vais sortir un truc pour vous. Et c'est comme ça que Baba Djebou est sorti. Donc, c'est un constat. Aujourd'hui, comment peut-on décrire le style musical donc, de Sweet Glory? Sweet Glory est polyvalent. Je suis un artiste de la musique traditionnelle et moderne. Je fais les deux. Donc, voilà quoi. J'ai pas de style, moi. D'accord. Je peux chanter sur tout ce qui est musique. Qu'est-ce qui distingue Sweet Glory des autres artistes? Qu'est-ce qui fait votre personnalité? Mon humilité et ma gentillesse. Voilà. Vous êtes gentil, vraiment? Avec tout le monde? Oui, avec tout le monde, sans exception. Alors, parmi les artistes béninois, avec qui vous êtes amis, qui détestez-vous? Je suis ami avec tout le monde, je ne déteste personne. Je ne peux même pas détester quelqu'un. Le Tout-Puissant ne me permet pas de détester quelqu'un. J'ai cette chance-là d'être aimé par Dieu. Donc, c'est même pas possible. Voilà. Alors, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous êtes en train, en dehors de Baba Djebou qui est en train de... Oui, il y a Faya qui est sorti le 1er décembre passé. Faya qui dit à ceux-là qui ne cessent de vouloir le mal des autres, si vous ne vous répentez pas, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Faya. Voilà, c'est sorti le 1er décembre passé. Ce n'est pas encore connu par le grand public, mais ça... C'est en promo actuellement. D'accord. Voilà. Quels sont les projets que vous avez? Oui, il y a un album qui se prépare. D'abord, j'ai beaucoup d'albums dans le studio là, donc je vais sortir peut-être un album en juin 2022. Donc ça se prépare bien. Est-ce que vous ne prévoyez pas donc des feats avec d'autres artistes? Bien sûr, il y a 4 feats qui sont là depuis déjà que je dois faire. Oui. C'est déjà cuit, c'est déjà préparé? C'est calé, mais ce n'est pas encore posé. Qu'est-ce que vous attendez? Non, 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 ça va venir. Chaque projet se réalise de phase en phase. Voilà, donc quand je serai en phase de feat, ça va se faire très, très, très bientôt. Alors, quand vous ne chantez pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui occupe votre agenda? Je suis... D'abord, la musique, c'est un métier à plein temps. Tu te lèves le matin, il faut que tu ailles faire le sport, tu finis le sport, il faut travailler les textes, il faut d'abord écrire, il faut travailler ça, il faut mettre ça en mélodie, voilà, et aller poser au studio. Mais si je ne fais rien de tout ça, j'ai déjà fait tout ça. Je joue au billard, je joue au pétanque, je joue au dame, je joue au tennis de table, tout ça là est installé chez moi, sont installés plutôt chez moi. Donc un artiste doit être épanoui, sinon il ne va pas avoir de l'inspiration. Je joue aussi au foot. Je suis très bon joueur de foot. Ah oui, d'accord. On va finir. Vous allez dire quelque chose à nos téléspectateurs qui nous suivent. Je dis, puisque nous sommes à l'oreille, nous sommes déjà dans les fêtes, faites vraiment attention. Sachez boire, sachez manger. Ne sortez pas la nuit.
et aimer nous les uns les autres sans condition. Voilà. On va chanter un peu. Ouais. Allez-y. Endo aklu no gbedo gbezan tu me azetore mangan wiliwe no rengble tore mangan wa nunde e ino Jehova be hawe e na no po bo fo hawe bana mo jijo po vivi po ye jo me ken to nto so ton we ndo azeton jire me yan kando nton wa ndo Jesu ra wan tu me de we po le bi na wa siwe e na no wa yan kwero gonto Idriss Allah signi comme tu seras toujours vainqueur. Voilà. Merci à vous, Suite Glory, et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avant donc de finir, je vais recevoir très rapidement un autre artiste. Il s'agit de Dometok qui vient nous parler d'un concert qui aura lieu ce soir même à Agualand. C'est à Togba dans la commune d'Abomey-Calavi. Dometok. Jehovah akolo di mamudona akolo Motele wadi mi akareta Mama yavia do yavia le da togobi Oficho kwa si tokule fobize Le gbaro Carrefour to e jifile ya o so kweche da sato meni mi jefine ko maze ko fi problème on dere Ono bodo me le kwa so mo apache la Autorité sur le mal et je déclare En akulu no pedo pesan to me asetore mangan wiliwe no rempleto de mangan wa nunde e ino Jehovah be kawe e na no papo fo kawe bana mo jijwe bo vivi po ye jo me ken to doni to so ton we anga zetoni lo azetongere menya kanindo nton wa Jesu ra wan to me de we ko le di we na wasiwe e na no wanya kwero gonto e ngala sini come tu seras toujours vainqueur. Il va plus no canam mille supporter. Wetiza ema u canam mille supporter. Oh raison que ton chile waje koli no konje. Jesu comme que ton chile na wa so fo waje. Jesu no ma u akolo. Jesu akolo. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Nous sommes de retour pour le dernier acte du grand format de ce dimanche. Bonjour Dometok. Bonjour. Soyez les bienvenus sur le plateau du grand format. Merci. Le concert aura lieu ce dimanche, ce dimanche à Agualand. Est-ce que vous confirmez votre présence? Absolument. C'est pour cette raison d'ailleurs que je suis ici. D'abord, le concert, comment ça va se passer? Dites-moi. D'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez. Je suis ici en tant que porte-parole des artistes qui seront là ce soir. Oui. Parce que Agualand n'a pas fait les choses à moitié. Très bien. D'accord. Ils ont mis les petits plats dans les grands pour que nous ayons le concert de cette fin d'année. Le plus grand concert. Parce que sur ce concert-là, vous avez toutes les générations. Donc la crème des crèmes qui va produire ce soir. Et donc nous avons le doyen Sagoran Danialou, qu'on ne présente plus. Ah oui. Nous avons Zeynab. Nous avons Cessimé, nous avons Nicanor, et bien sûr, votre serviteur de tous les jours, Dometok, que vous voyez ici devant vous. Voilà. Et quelle est la promesse que vous faites à ceux qui viendront à ce concert? Ce soir, le concert est spécial, parce que vous savez, ça fait longtemps que nous attendions cette occasion. À cause de Covid, nous avons été mis un peu derrière les rideaux, et nous sommes sortis. Donc c'est notre tout premier grand concert que nous allons donner à nos spectateurs, à nos fans, et ça va être, il y a de grandes surprises. Ça va exploser. Ça va exploser. Absolument, ça va, mais bon, dans la joie bien sûr. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Agualand, comment est-ce qu'on peut l'indiquer? Agualand n'est pas perdu. Si vous prenez la voie de Kalabik Pota, c'est bien tracé maintenant grâce au gouvernement. Nous disons merci au président de la République. Tout à fait. Alors donc vous prenez le goudron de Pota à Togba, marché Togba. Arrivé à marché Togba, il y a une station qui est en face du marché. C'est dans l'avant de la station. Ce n'est pas perdu. Vous arrivez au marché Togba, vous demandez même à un enfant, vous voulez aller à Agualand, il vous indique l'endroit. Alors l'entrée c'est à combien? L'entrée c'est 10 000, 15 000 et 20 000.
Voilà, parce que nous savons que... Où peut-on trouver les tickets? Est-ce qu'il faut aller à Gwaland? Est-ce qu'il y a des points de vente des tickets? Oui, les tickets sont vendus sur place. Donc vous allez à Gwaland et que vous arrivez déjà, vous avez de très belles hôtesses qui vous attendent, qui sont là pour vous servir en même temps. En tout cas, nous, c'est une fête. C'est une fête, donc nous invitons tout le monde à effectuer le déplacement. Et ce serait vraiment 1000 regards aux absents, hein, parce que c'est le plus grand concert de cette fin d'année. Et j'invite vivement le public à venir massivement. Ça démarre à 20h. Et donc, les choses sont en train d'être organisées sur place actuellement pour que le concert démarre véritablement à l'heure. Alors, spécialement pour Dans mes talks, quels sont les titres qu'on va écouter quand on sera là-bas? Eh bien, tous les titres que le public aime. Vous savez, ici, si je dois dévoiler des titres ici, des gens vont dire, écoute, il ne va pas me jouer tel titre. Mais je dis... Il y a des titres pour les femmes, parce que vous êtes un défenseur absolument. Tout le monde sera servi ce soir. En tout cas, quand je viens, tous ceux qui viendront ce soir seront servis. Tous les titres que vous allez demander à Dans mes talks, vous les aurez. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas d'inquiétude. Ça va être une fête et nous allons rester en famille pour célébrer cela. Et vous allez voir qu'après cela, eh bien, vous allez rentrer dans la nouvelle année avec... D'accord. Avant de venir à Gwaland, on va avoir un avant-goût. On peut le faire? On peut le faire. Je n'ai pas ma guitare, je n'ai pas... Bon, j'ai votre micro ici. Oui, là. Très bien, allez-y. Bon, qu'est-ce que je vais chanter maintenant? On va chanter alors Ronga, d'accord? Oui. Jump, jump, hey. Moi je suis un homme libre, I'm a free man. Moi je vais faire le tour du monde. On laisse la suite pour ce soir. Le rendez-vous est sans doute pris pour ce soir à Gwaland. C'est à Togba, dans la commune d'Abomey. Calavi, mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 26 décembre 2021. Merci à vous qui nous suivez depuis Boukoumbe. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Une fois encore, n'oubliez pas le concert ce soir à 20h. À Gwaland, Dans mes talks, Ladi, Nicanor et les autres artistes seront là pour vous égayer. Bon dimanche. Merci.